À la base de cette vidéo, une constatation. Quand on prend le portrait robot numéro 2 et le portrait robot numéro 3, qu'on superpose les images sur Photoshop, on obtient exactement le même résultat, à quelques détails près, notamment au niveau de la moustache et des favoris. Mais avant ça, j'aimerais bien revenir sur les trois portraits robots. On a donc le PR1, qui a été fait par Pacheco Guimarães. Lui, il a vu quelqu'un devant la poste le 15 et le 16 octobre. Le portrait robot va être diffusé dans la presse et quelqu'un va se manifester. Il s'agit de Denis Chaton. Il va se présenter à la brigade de gendarmerie et dans son PV, on peut lire « Je ressemble effectivement au portrait robot numéro 1, établi à l'occasion de l'enquête sur le crime du jeune Villemain. Je me suis reconnu sur les journaux et vous m'avez convoqué à votre brigade pour être reconnu formellement par le témoin qui m'avait vu. Mais contrairement à ce qui a été dit, je ne m'y trouvais pas le 15 et le 16 octobre, mais le 8 octobre 1984. J'étais à l'Épanche-sur-Vologne devant la poste, j'attendais un véhicule de l'entreprise pour laquelle je travaille. À l'époque, nous faisions des travaux dans cette localité. Donc voilà pour le témoignage de Denis Chaton, qui s'est donc présenté lui-même à la gendarmerie et qui sera donc assez rapidement écarté. Mais toutefois, on s'aperçoit qu'il y a des irrégularités, notamment au niveau de la date. Lui va dire qu'il était présent devant la poste le 8 octobre et Guimarães va dire que c'était le 15 et le 16 octobre. Donc voilà ce qu'on peut dire au sujet du portrait robot numéro 1, qui se dissocie quand même pas mal des deux autres. Maintenant, je vous propose d'aller un peu plus dans le détail au niveau du portrait robot numéro 2. Donc ce portrait robot, il a été réalisé d'après la description de Michel Desruder. Michel Desruder est un des témoins les plus connus de l'affaire. C'est lui qui, à plusieurs reprises, a vu une personne qui stationnait devant l'école de Grégory dans une voiture verte. Il va trouver ce personnage intriguant, il ne l'a jamais vu auparavant et il trouve qu'il a une drôle d'allure, qu'il bâille bizarrement aussi. Donc il va le voir 2 fois devant l'école et puis il va aussi le voir à un endroit qu'on appelle la décharge, petit endroit, une petite forêt qui se trouve pas loin du pavillon du couple Villemain. Passons maintenant au portrait robot numéro 3, qui a été fait d'après la description de Michel Cornilly. Michel Cornilly est le gérant de l'hôtel de la Poste à Docelles. On découvre dans un de ses PV qu'il est aussi agent de renseignement pour la gendarmerie, auprès de Monsieur Lachaussée et Monsieur Henry. Le 16 octobre, il est intrigué par un client qu'il n'a jamais vu auparavant. Le 16, il va le voir à 2 reprises, une fois vers 16h30, 16h45 et une deuxième fois un peu après 17h. D'après lui, ce client qu'il n'avait jamais vu avait l'air nerveux, il regardait sans cesse sur sa montre et tapotait avec ses doigts sur la table. Cornélie va aussi trouver particulier que ce client lui donne l'appoint, donc la monnaie exacte, de la somme qu'il lui devait pour payer sa consommation. Et donc, suite aux événements du 16 octobre, il va en parler à la gendarmerie. Concernant le PR2 et le PR3, comment expliquer que ces portraits robots, provenant de témoins différents, qui ont vu le suspect à des endroits divers, soient aussi ressemblants au point même qu'on puisse les superposer et obtenir le même dessin? À mon avis, il y a plusieurs possibilités. L'une d'entre elles est qu'à l'époque, dans les petites villes, les enquêteurs ne disposent pas toujours d'un artiste capable de faire un croquis à leur place à partir des informations données par les témoins. C'est pour cette raison qu'ils utilisaient en général ce qu'on appelle la technique des bandeaux pour réaliser les portraits robots. Comme vous pouvez le voir à l'image, le portraitiste disposait de classeurs remplis de bandeaux transparents sur lesquels il y avait une trentaine de formes pour chaque élément d'un visage. Le front, le nez, le menton, la coupe de cheveux, etc., etc. De cette façon, et à partir des éléments donnés par le témoin, le portraitiste fabrique son portrait robot. On voit que c'est une technique qui est très standardisée et beaucoup moins précise qu'un croquis qui serait fait par exemple par un artiste. Et c'est probablement une des raisons qui explique pourquoi aucun suspect n'a pu être identifié à partir de ces portraits robots. Mais ça n'explique toujours pas le fait qu'on puisse calquer le portrait robot numéro 2 sur le portrait robot numéro 3. Comme on a pu le voir par rapport à la couleur de la 305 de Bernard Laroche, les perceptions diffèrent beaucoup d'un individu à un autre. C'est pour ça qu'à mon avis, si les 2 portraits robots avaient été faits de manière indépendante, il y aurait eu beaucoup plus de différences que cette petite moustache et ses favoris. Il y a donc une réponse rationnelle à tout ça. Il est fort probable que les gendarmes aient présenté à Cornélie le portrait robot numéro 2, et je pense que Cornélie à ce moment-là a reconnu la personne et a apporté quelques modifications, ce qui explique la similitude entre les 2 portraits robots. Sinon, à un moment ou à un autre, on aurait eu une petite différence sur le nez ou sur le menton, les cheveux. Ça ne reste qu'une théorie personnelle, peut-être aussi que je me trompe. Si des gens ont plus d'informations là-dessus, de la documentation, sur la façon dont les gendarmes ont procédé pour faire ces portraits robots, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. En tout cas, je pense que cette capsule est intéressante dans le sens où elle nous montre les limites aussi de ces portraits robots. On voit qu'il s'agit de modèles standardisés,
qui sont donc quand même assez éloignés d'un croquis fait à la main par un dessinateur, et cela explique aussi pourquoi ces portraits robots ne permettent pas d'identifier un suspect. Sur ce, à la prochaine.